Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Pour résumer l'esclavage moderne, il suffit de regarder autour de soi. Les gens ne travaillent pas pour vivre. Bon, payer les déplacements professionnels, les repas, assurances, loyers, etc. On appelle ça travailler pour survivre. Oui, je vous l'accorde, c'est bel et bien de la torture. Le salut n'est pas dans l'activité professionnelle, ni travailler pour vivre, ni se tuer au travail. La vie est avant tout joie et volupté. Œuvrer est la condition pour un meilleur confort. 33% d'ouvrage, 33% de repos et 33% de plaisir. C'est de cette façon que l'on devrait répartir notre temps sur une journée. Repos et épanouissement sont les garants de plus de productivité. Il en est de même pour la qualité fournie. Si toi, vouloir atteindre objectif, seuil de rendement, eh bien, toi, devoir valoriser et payer décemment les petites mains qui créent les richesses. Quoi d'autre? Eh ben, aussi changer les mentalités et puis aplatir le système pyramidal. Il est temps de laisser la chance à chaque humain de pouvoir prouver sa valeur et de ne plus être dans la compétition, le rendement, le profit ou alors que la valeur de tout ouvrage soit rémunérée équitablement. Ne pensez pas que je suis un doux rêveur, farfelu, non, j'ai ce que l'on appelle du miam. Ah bah oui, de quoi argumenter pour concrétiser ce que j'ai pu dire plus haut. Le miam que j'ai, bah c'est pas compliqué, c'est le programme édicté par le Conseil national de transition français, canal historique, ce que l'on appelle la transition. Bonsoir à vous, bienvenue, la France libre, avec Philippe, avec Jean-Pierre, avec Christiane, et vous-même, messieurs, dames, bienvenue, merci de nous suivre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Alors juste une précision, s'il n'y a pas de compétition, c'est remplacé par quoi? Par la complémentarité, tout simplement. On y reviendra sûrement un jour, on fera une émission là-dessus. Merci beaucoup. Alors on va enchaîner sur ce qu'il y a à voir sur l'actualité rapidement. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'est retenu l'attention? C'est l'Amérique hors réseau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'Américains moyens, comme on dit moyens, c'est-à-dire du middle est, et moyens au niveau géographique autant qu'au niveau revenu, et qui se mettent hors réseau, c'est-à-dire qu'ils se coupent d'internet, qui se coupent d'un tas de choses et qui s'autonomisent, si je puis me permettre ce néologisme, c'est-à-dire qu'ils se rendent autonomes pour vivre, tout simplement. Là, ils cultivent leur jardin, ils reviennent aux sources, si je puis dire. Ce qui est à l'origine quand même de l'Amérique des USA, c'était ça au 19e siècle. Il y en a beaucoup, notamment des sectes religieuses, on va les appeler comme ça sans aucune connotation négative, qui se sont réparties comme ça dans l'espace libre disponible. Et quand ils ne l'étaient pas, on tuait quelques Indiens pour faire un peu d'espace. Je dis ça avec beaucoup d'ironie évidemment. Et donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et il y avait une forme de retour à l'Ancien Testament qui permettait à chaque foyer de vivre par sa propre production. Déjà, la nourriture, ensuite l'éclairage, le chauffage, l'habitat, avoir un toit sur la tête. Manger bien entendu à son rythme, et voilà, et le bonheur était parfait. Et effectivement, il n'y avait pas de pointeuse à cette époque-là. Voilà. Donc les Américains y retournent, et puis qu'est-ce que je lis, c'est que les démocrates auraient un plan, d'après monsieur Alex Jones, que je connais un peu, mais pas plus que ça, aurait un plan pour perturber, faire taire les républicains à l'occasion de leur prochaine campagne électorale, donc avec les élections de novembre qui viennent, parce qu'on est en pleine dans la période d'élections, aussi bien française bien sûr, mais et surtout américaine à l'horizon novembre prochain. Donc voilà, donc il y aurait un plan sournois sûrement pour faire en sorte que les démocrates ne laissent pas parler les républicains. Alors à suivre évidemment. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Très bien, merci Philippe. Bon, on va passer à l'actualité en images, si vous le voulez bien. Alors, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec l'OTAN. Bah oui, c'est plutôt pas bon du tout. Alors, je vais faire ce petit jeu de mots. Autant on emporte le vent, c'est l'actualité en images et on se retrouve juste après. Je sais, c'est pas terrible. Bonjour. Je viens d'avoir une bonne réunion avec le président Biden. Nous avons discuté du prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra ici à Washington le mois prochain, où nous célébrerons le 75e anniversaire de l'alliance la plus réussie de l'histoire, l'OTAN, mais aussi où nous prendrons des décisions importantes pour l'avenir, notamment en matière de dépenses de défense. J'ai partagé avec le président les nouveaux chiffres que nous avons montrant que cette année, 23 alliés dépenseront 2% du PIB ou plus pour la défense, soit 2 fois plus qu'il y a seulement 4 ans, ce qui démontre que de plus en plus d'alliés se mobilisent vraiment et investissent davantage dans notre sécurité.
Nous prendrons également des décisions importantes concernant l'Ukraine. Je m'attends à ce que l'OTAN joue un rôle de premier plan en fournissant une assistance en matière de sécurité et de formation, et aussi à ce que les alliés s'engagent à fournir un soutien militaire et financier supplémentaire à l'Ukraine. J'ai donc hâte de revenir à Washington pour assister au sommet de l'OTAN et célébrer l'OTAN ici, à Washington, le mois prochain. Je m'attends à ce que, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se réuniront ici à Washington dans quelques semaines, nous convenions que l'OTAN assumera un rôle de premier plan en fournissant une assistance en matière de sécurité et de formation. Je m'attends à ce que cela soit dirigé par un général 3 étoiles. Il s'agira de fournir la logistique, le soutien nécessaire pour mettre en place les capacités dont l'Ukraine a besoin. Il sera très probablement situé à Stuttgart, en Allemagne, dans les installations américaines, et il y aura plusieurs centaines de personnels pour organiser et faciliter l'assistance en matière de sécurité pour l'Ukraine. C'est important car cela fournira plus de prévisibilité, plus de responsabilité en ce qui concerne notre soutien à l'Ukraine, et cela réduira également la charge sur les États-Unis. En gros, il est en train de nous annoncer comme quoi il va y avoir effectivement une nouvelle guerre mondiale. Ouais, enfin bon, ça, nouvelle guerre mondiale, c'est pas fait encore. Par contre, ce qu'il nous annonce, c'est le transfert des coûts. Ça, j'ai bien entendu ça dans ses paroles. C'est-à-dire qu'en clair, l'OTAN était déjà une organisation transatlantique à laquelle l'Europe participait avec les États-Unis, mais dont les États-Unis portaient la plus grosse part financière. Maintenant, ce qui est nouveau dans son discours, ce que j'entends de nouveau, c'est que effectivement, cette participation financière, elle va être beaucoup plus répartie du côté de l'Occident. On va dire européen, c'est-à-dire en particulier l'Allemagne, dont on a cité la ville de Stuttgart, et tout de suite derrière, évidemment, la France, qui va emboîter le pas et qui l'emboîte déjà. Donc en fait, c'est un report de coûts, parce que l'OTAN, comme toutes les États-Unis d'Amérique est en déficit, voire même en faillite, n'est-ce pas, pour les États-Unis d'Amérique et pour Washington DC, qui était une entreprise, qui désormais est faillie, eh bien, donc il faut aller chercher de l'argent, convaincre en tout cas des gens comme nous Français, ou les Allemands, de bien vouloir prendre votre défense par vous-même, la payer vous-même, c'est un petit peu ça l'idée. Et quand il dit que c'est une des réunions les plus réussies, oui, j'imagine que oui, puisque c'est la réunion dans laquelle ce sont les autres qui payent, et plus ou moins eux en tout cas, beaucoup moins. Donc bravo à l'OTAN d'un point de vue stratégie technico-commercial, militaro, je sais pas quoi, c'est bien joué. Alors, à la fois l'OTAN continue d'exister, ce qui n'était pas évident, notamment à la suite de la chute du mur de Berlin. On disait que l'OTAN n'avait plus sa place, et effectivement ça a failli se faire de voir la dissolution de l'OTAN, ce qui n'a pas eu lieu. Et cet OTAN a voulu jouer son impérium, notamment avec l'Ukraine, tout simplement, montrer qu'il voulait rester l'entité forte de cette planète, et malheureusement il a été stoppé. Malheureusement pour lui, malheureusement peut-être pour nous Européens, mais sûrement pas malheureusement pour les Russes, qui ont réussi une belle opération militaire de force, tout simplement, de démonstration de force. Et cette démonstration de force, elle n'est plus à l'avantage de l'OTAN. Donc l'OTAN se désengage de ce que j'appellerais moi un piège militaire, dans lequel il n'y a que des coups à prendre, COU accent circonflexe TS et COUPS également, les coups dans les deux sens du terme. Donc voilà ce que j'entends de ce monsieur. Ouais, l'Europe on n'en veut plus, et l'OTAN on n'en veut plus non plus, mais au moins il y en a un qui y croit toujours, c'est quand même bien. Allez, le sujet de ce soir, quand on va voter, évidemment, on exprime son opinion, on a l'impression d'exister. Mais il faut savoir une chose, c'est que voter blanc, oui, on exprime aussi son opinion, mais l'abstention est aussi un acte citoyen. Il faut pas l'oublier, ça. Et justement, le fait de s'abstenir, c'est ne pas alimenter le système. Quand vous ne donnez pas d'essence à un moteur, celui-ci ne fonctionne pas. Voilà, donc tu as tout à fait raison. Après, la question qui se pose pour certains, pas pour nous, mais c'est de savoir quelle est l'opportunité de ne pas voter. Est-ce que ne pas voter, ce serait pas un crime contre l'humanité ou quelque chose du genre? Pour certains, on dirait lorsqu'ils poussent les hauts cris, comme on dit, en disant comment ça, ne pas aller voter, rendez-vous compte, nos ancêtres, nos parents ont souffert et ils se sont battus pour avoir le droit de vote. Alors on a envie de leur dire de descendre un petit peu du piédestal pour se dire tout simplement qu'ils ont eu le droit de vote
vote certainement, comme nous l'avons toujours aujourd'hui, mais ce droit de vote nous permet de choisir et d'élire nos chefs, c'est tout ce qu'il nous donne comme droit. Et nous, ce qu'on veut au sein du CNTF-CH, c'est respecter une logique démocratique où il n'y aura plus de partis politiques, où il n'y aura plus d'hommes politiques, et il n'y aura plus donc de représentation, et que ce seront les citoyens eux-mêmes qui font leur propre choix au travers de lois et au travers de projets qui sont votés, non pas pour élire quelqu'un, mais qui sont votés pour des idées ou des projets, tout simplement. Donc voilà ce qui est sous-jacent. Et l'autre point, c'est que alors, aujourd'hui, on est dans une logique où le système est battu en brèche, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu lors des 2 dernières élections, la toute dernière concernant l'Europe, justement, on est arrivé, je crois, à 50% peu ou prou de participation à ces élections européennes, donc, pas simplement françaises, et que l'élection précédente qu'on a vécue en France était une élection française, et là, on a eu 57% d'abstention pour l'élection de Monsieur Macron, de deuxième version, je dirais, de Monsieur Macron. On a eu 57% d'abstention. Donc, on est déjà dans 2 élections dans lesquelles l'abstention a gagné. Pas le vote blanc, l'abstention. Donc, si l'abstention gagne, ça veut dire qu'il y a un signe. Et ça veut pas dire que les Français sont suffisamment paresseux pour se dire, le jour d'élection, je vais à la pêche parce que ça m'intéresse pas, je m'intéresse pas à la politique, ce qui est faux. Nous sommes tous rivés devant les écrans de télévision pour savoir ce qui se passe, dans quelle direction on va. On n'a jamais été autant à l'affût des informations dites d'actualité pour savoir ce qui se passe dans un monde en pleine déstabilisation. Donc, dire qu'on se désintéresse de la politique, c'est une grosse erreur, c'est une impossibilité. En revanche, si l'intérêt pour la politique se traduit par de l'abstention, qu'est-ce que ça veut dire? Pas besoin d'être grand clair, ça veut dire que c'est pas les hommes qu'on veut changer. Ça veut dire que c'est pas les systèmes qu'on veut changer. Ça veut dire que c'est le paradigme qu'on veut changer. C'est vraiment le système complet, quoi. Donc, trouver autre chose. On veut trouver autre chose. Mais on n'a pas de moyens électif, justement, de le faire savoir. La seule élection à laquelle nous avons droit, donc c'est l'européenne qui, comme chacun sait, ne sert strictement à rien d'un point de vue opérationnel, ni pour la France, ni pour l'Europe d'ailleurs. Et l'autre, c'est évidemment l'élection présidentielle qui, elle, sert à plus de choses. Mais on se rend compte que plus ça change, plus c'est pareil, quoi. Donc, il va falloir changer radicalement les choses. Donc voilà, cette comment dirais-je, cette abstention, elle est la marque de quelque chose. Et elle devrait se faire valider. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir dire, l'abstention, ça compte pour quelque chose. Alors qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il me semble, et là je peux éventuellement me tromper, mais j'empiète sur ma conclusion, mais c'est important, de se dire qu'au bout de la 3e élection, où l'abstention est reine, c'est-à-dire majoritaire, il devrait, à un moment donné, exister un intérêt pour se poser la question de façon tout à fait officielle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de la législative qui arrive, là, qui va se terminer le 7 juillet en France, on entend tous les uns les autres la même chose, c'est-à-dire que c'est Monsieur Bardella qui va prendre l'affaire, qui va rafler la mise, et que tout le monde, le corps électoral et tous les bien-pensants, etc., disent tout sauf lui, quoi, tout sauf Bardella, tout sauf l'extrême droite. Or, la question n'est pas de savoir si c'est l'idée d'extrême droite ou d'extrême centre. Là n'est pas notre propos au sein du CNTF-CH, puisque nous nions l'intérêt et le besoin d'avoir des représentants politiques. Donc que ce soit blanc, jaune ou vert, pour nous peu importe. Voilà. Mais par contre l'intérêt il est de se dire, comme j'entends souvent dire que on a tout essayé sauf eux, c'est-à-dire sauf le RN, sauf Monsieur Bardella. Donc c'est logique que les gens se tournent vers une énième ou N+1 solution qui n'a pas encore été utilisée. On va bien voir ce que ça va donner. Moi je suis pas grand clair, mais à mon avis ça va donner la même chose que d'habitude. Et alors comme ça donnera la même chose que d'habitude, qu'est-ce qu'on fera après? C'est-à-dire s'il n'y a plus de solution, on fait comment? Il n'y a plus d'autres partis, on fait comment? Ça fait pourtant des années et des années qu'on est abreuvé par des partis. Et alors, donc c'est un peu la roue du karma. Vous savez, la roue du karma, pour ceux qui connaissent, c'est un destin, ça tourne, et les choses, ce qui était hier devient demain, et le présent devient le passé ou le futur selon les cas. La roue du karma, la roue tourne. Et qu'est-ce qu'on voit? À quoi on assiste? Bien, à Monsieur Hollande qui revient, qui repointe son nez, il dit ça, c'est mon tour. La roue est en train de revenir vers moi. Elle est en train de revenir. Voilà. Donc on va bientôt trouver Monsieur Fabius, peut-être même Monsieur
Monsieur Strauss-Kahn, on sait pas, on peut tout envisager, hein, qui ont eu l'horreur de noirs destins, si je puis dire, hein. Ils ont été arrêtés dans leur prestation professionnelle de politiciens, mais ça n'était qu'un temps. Aujourd'hui, ils se repointent, si je puis me dire les choses comme ça, ils se repointent pour dire, ben, je suis là, ça y est, c'est pour moi, là, on a fait le tour, donc c'est à moi. Donc on recommence. Donc en fait, c'est un manège. On n'est plus dans la roue du karma, on est dans un manège. Et est-ce que c'est de ça qu'on va pouvoir vivre? Et est-ce que c'est avec ça qu'on va pouvoir intéresser les Français pour le futur? Est-ce qu'ils ne vont pas finir par se dire, plus ça change, plus c'est pareil? Et là, il y en a vraiment assez, quoi. Il va falloir trouver des solutions. Bah ouais, les solutions, c'est nous, hein, évidemment. Hein. Donc les solutions, c'est nous. Quand je dis nous, c'est nous les Français. Hein. C'est pas nous que le CNTFCH, c'est nous les Français. Et les Français ne peuvent s'agréger qu'autour d'un nouveau gouvernement qui serait éventuellement reconnu. Et c'est en bonne voie, je peux le dire à ce micro. C'est en bonne voie qu'on ait une reconnaissance de la part de l'ONU. En tout cas, on a eu des échanges épistolaires avec ces gens qui nous ont laissé entendre que c'était possible à condition de donner un certain nombre d'informations, etc. On est dans cette démarche-là. Donc, si demain le gouvernement devait être renversé, je parle pas simplement du gouvernement de Monsieur Macron, hein, mais je veux simplement dire si demain par le vote ou par une démarche législative ou par une démarche politicienne et légale et quelconque, eh bien, on est amené à renverser le système. Eh bien, on va tout de suite mettre en place le CNTFCH. Et les Français vont tout de suite être conviés à s'inscrire pour être tirés au sort, pour faire partie du nouveau gouvernement et décider par eux-mêmes des choses. Et ça va commencer par les assemblées citoyennes, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Mais je crois qu'il faut enchaîner les faits. C'est-à-dire que si demain, comme je viens de le dire, les votations, les différentes élections tombent à l'eau ou montrent une part bien supérieure à la normale de l'abstention, eh bien ça veut dire qu'il faut changer tout ça, quoi. Il faut changer le paradigme. Et nous sommes prêts pour ça. Nous l'avons démontré à plusieurs occasions. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des choses à rajouter, je vois que Christiane a écrit des choses. Est-ce qu'elle a des choses à me dire? Oui, j'ai pris quelques notes. En fait, moi, ça me fait penser, quand tu disais c'est un manège, c'est tourner manège, effectivement. Et je trouve que les Français ont tendance à oublier. Il y a une amnésie qui se produit. C'est-à-dire d'une élection à l'autre, on met les mêmes et on recommence. Il y a les chamailleries de chaque parti politique et que ils ne voient pas clairement que tout ça est orchestré. Nous sommes dans un grand jeu qui sont tous dans le même panier, c'est-à-dire que tout le monde chacun joue son rôle. Tous les partis jouent leur rôle. Alors, il y en a quelques-uns qui essayent de sortir du lot en pensant qu'ils peuvent changer les choses de l'intérieur. Ce sont quelques partis politiques à la marge. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que de toute façon, tout est joué d'avance, on a de fortes présomptions de tricherie quand même pendant ces élections. Et que on sait déjà qui va être élu. Les sondages sont faits en fonction de ce qui va se passer. Les télévisions, enfin les grands médias, ne donnent la parole qu'à un certain nombre de personnes. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Les voix qui pourraient faire changer les choses ne sont pas entendues. Donc oui, moi j'ai fait partie des gens qui votaient régulièrement depuis 18 ans. Ma première élection, c'était avec Mitterrand, je crois, en 81, il me semble, hein. Je sais plus. Et donc voilà. Et je croyais qu'on avait une influence quand même, sans savoir que je donnais mon pouvoir, je consentais à ce que quelqu'un d'autre prenne les décisions à ma place. Ceci dit, au niveau de la société, j'ai toujours eu mon mot à dire parce que je me suis investie dans les différentes associations, notamment en tant que parent d'élèves et autres. Et donc là, on a quand même un mot à dire. On arrive à intervenir quand même, à faire changer les choses. Sauf que au niveau national, vu que c'est une pyramide, les choses partent d'en haut et non pas d'en bas comme ça devrait être. C'est-à-dire que les communes, au niveau de la commune, quand un maire est élu, il applique sa politique et les citoyens ne sont pas trop,
faire consulter. S'il y a des espèces d'essais de concertation sur le net où on demande l'avis, mais après, moi je me rappelle de projets qu'on met en place, notamment avec le centre social et culturel. Les jeunes ont réfléchi, ils ont dit ce qu'ils veulent et tout, puis à la fin le projet il ressemble pas du tout à ce que les gens sur place auraient voulu. Donc on est dans un grand manège effectivement, et aller voter, c'est donner son pouvoir. Et c'est surtout pour que rien ne change. Donc, si on veut vraiment que les choses changent, eh bien, c'est notre voie, c'est je reprends ma souveraineté, je ne donne pas mon pouvoir, et donc je fais partie des abstentionnistes depuis que j'ai compris le manège. Merci. Alors, et pourquoi est-ce qu'il est urgent de ne plus voter? Ben, plus on vote et plus on justifie le système en place. Vous voyez, les gens vont voter, si peu soit-il, mais de moins en moins, mais ils vont quand même voter. Ça veut dire qu'ils utilisent le système. Bah oui, mais si on n'utilise plus le système, ou bientôt plus assez le système parce qu'il y a de l'abstention, bah, le système va commencer à plus avoir d'essence dans le moteur, comme le disait très bien notre ami Sylvain tout à l'heure. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que les Français, ils espèrent toujours que dans les partis politiques qui sont présentés à eux à la télévision, dans les radios, etc., les principaux, il faut savoir qu'en France, le chiffre est peu connu, mais en France, il y a 400 associations reconnues comme partis politiques. Alors bien sûr, il y a le parti politique de ceux qui veulent fabriquer des radis roses ou je sais pas quoi. Bien sûr que ça va du projet anecdotique à des choses plus sérieuses. Mais il y en a 400, donc on voit toujours les mêmes. Donc on se dit, peut-être qu'en allant chercher les idées chez les petits et en les faisant remonter chez les gros, eh bien peut-être qu'on va avoir une sorte de mix qui va être sympathique. Or qu'est-ce qu'on entend? On entend à la radio que chez les gros, eh bien c'est une sorte de mix, effectivement, une bouillie. Je vais appeler ça comme ça, une bouillie de dire la même chose de façon différente, de dire oui, mais nous aussi on y a pensé, mais on va le faire différemment, etc. Et on s'aperçoit que les bilans ne sont jamais faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sortants nous expliquent que les entrants, ou ceux qui prétendent entrer, n'auront pas le début du centième de l'euro nécessaire pour mettre leur projet en application. Mais ils se moquent de qui, ces gens-là? Quand ils disent ça, ils se moquent de nous, puisqu'ils balancent des milliards, y compris à l'Ukraine, qui est un pays que nous ne connaissons pas très bien, pour soutenir une guerre que nous ne soutenons pas, et créer des situations dont on n'a pas envie de les voir venir. Donc voilà. Donc créer des contextes belliqueux avec notre argent, je trouve ça un petit peu limite, et puis prétendre que ceux qui veulent continuer sans eux, n'y arriveront pas parce qu'ils n'auront pas d'argent, je trouve ça très très limite. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on accélère et que les choses s'accélèrent. Et qu'on puisse tout simplement arriver à des solutions. Hein. Donc voilà, la solution c'est de pas voter, l'abstention on l'a dit. Et s'il y a plus de 50% d'abstention, nous aurons les conditions réunies pour un changement de paradigme. C'est-à-dire que là, on va passer au CNT par obligation, puisque ça sera la seule solution pour récupérer un système qui ne soit pas un système républicain, qui ne soit pas un système royaliste, qui ne soit pas un système communiste, etc., etc. Et on va passer non pas à la vraie démocratie, mais on va passer à la démocratie, tout simplement, qui n'a jamais été définie correctement. C'est la raison pour laquelle elle n'a jamais fonctionné. C'est qu'elle a toujours été entachée de républicanisme, qui est, je dirais, le paravent de la corruption. Le républicanisme, hein, c'est quelque chose de connu et de reconnu. Donc voilà. Donc les gens qui pensent comme nous au niveau de la politique, enfin de la politique, de la façon de gérer la cité, sont les mêmes qu'on a traités de conspirationnistes, sont les mêmes qu'on a traités d'antivax. Voilà. Donc quand on est un petit peu, même beaucoup, novateur, c'est-à-dire qu'on a non seulement envie d'aller dans des directions différentes, mais que pour ça on s'est donné un certain nombre de moyens, eh bien automatiquement on est tamponné dangereux. Voilà. Donc, alors qu'on ne l'est pas du tout, les dangereux, c'est ceux qui nous gouvernent en ce moment. Ceux-là, ils veulent nous conduire à la guerre mondiale, ils veulent nous conduire à la bombe atomique, ils veulent nous conduire à nous mettre mal avec la Russie, qui devrait être un de nos principaux alliés, puisqu'elle est dans la même catégorie, je dirais, continentale et civilisationnelle que nous. Tout nous dit qu'on a tout à faire avec eux, et on n'a surtout pas à se mettre des bombes sur la figure sans aucune raison, quoi. Par contre, on a la prise de conscience que les États-Unis, nous contraignent, nous oblige à faire un certain nombre de choses, nous petits Français, ou grands Français, et nous petits Allemands, ou grands Allemands. Et on est vraiment coincés, il y a une forme de subordination évidente, et de plus en plus grave d'ailleurs, qu'on ressent très bien dans les propos de ce monsieur dont tu nous as montré le discours tout à l'heure, Sylvain. On ressent très bien à la fois un impérium, c'est-à-dire que
Pour eux, l'OTAN, c'est le moyen de faire plier qui ne veut pas plier. Et je pense que les Allemands ne voulaient pas forcément plier. Je pense que Monsieur Macron, lui, il est prêt à tout plier. Hein, si vous voulez, je ne fais aucune allusion dans quoi que ce soit. Mais donc lui, il est prêt à tout faire puisqu'il a été biberonné aux Young Leaders, donc Young Global, excusez-moi, Young Global Leaders. Donc il est un pion, je veux dire un partie prenante, un agent, on peut appeler ça comme ça, des États-Unis d'Amérique. Il y a aucun doute là-dessus. Donc nous avons confié les clés du camion à quelqu'un qui va faire la livraison. Qu'on croyait la faire en France, il va livrer le camion ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est de la trahison potentielle. Oui. Oui, alors juste une chose, moi, que je trouve un peu scandaleuse, mais bon, ça a toujours été, ce sont les artistes qui prennent parti, les artistes, les footballeurs aussi, les sportifs. Il y a apparemment Kylian Mbappé qui a ouvert sa bouche pour dire des choses sans fondement. Donc, ils utilisent les artistes, les sportifs pour influencer l'opinion publique. Donc ça, je trouve ça un peu scandaleux. Enfin, les artistes sont toujours plus ou moins impliqués, sauf que faut voir quelle est leur culture derrière. Qu'est-ce qu'ils apportent? Est-ce qu'ils donnent le texte d'une bien préparée d'une oligarchie, ou est-ce qu'ils parlent de leur propre chef? Je suis pas sûre. Certains, oui, certains artistes sont engagés et font des chansons assez remarquables. On en a quelques-uns qui sont pas en haut de l'affiche, mais néanmoins, on a quand même de plus en plus de gens qui parlent, qui disent les choses. Donc ça, c'est intéressant, même s'ils sont censurés. Oui, alors ils sont à la fois sensibles. Ah, Sylvain, il n'y a pas de micro. Ah, pardon, excuse-moi. Je voulais parler, mais voilà. Et si tu veux parler d'artistes et notamment de Renaud, Christiane, c'est complètement à côté, hein, parce que ce monsieur ne dénonce plus, au contraire, il embrasse des flics. Ah, ben non, je parlais plutôt des nouveaux artistes qui arrivent Ah et oui. qui se font tout seuls et qui ont vraiment des messages intéressants. Ouais, normalement, le rôle d'un artiste, c'est d'avoir le discernement nécessaire pour donner la bonne parole. Hein, je suis désolé. Après, Oui. un footballeur, c'était pas un artiste. C'est un business. Ah bah non, il court après un ballon. Et à mon avis, ils ont dû être payés bien cher, voire même on ne leur a pas laissé le choix pour sortir ce genre de choses. Je pense à Monsieur Tapé, hein, en particulier, qui m'a l'air d'être un garçon par ailleurs intelligent. Il a aucun intérêt à rentrer dans ce genre de polémique. Aucun intérêt. Donc ça veut dire qu'il a dû être payé forcément très cher et qu'il n'a pas eu le choix. Voilà comment je vois les choses. Je peux me tromper, mais si on prouve que j'ai tort, j'accepterai. Donc voilà. Il est temps pour nous, si tu le veux bien, Philippe, de laisser la place à notre sportif de l'art, en l'occurrence notre ami Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonsoir. Merci, bonsoir. Mes parents étaient un peu âgés et je ne sais pas prendre la parole. C'était interdit chez mes parents. Donc, merci Sylvain de me la donner. Alors, s'abstenir est un acte concret, conscient et libre, et très souvent courageux. Donc, un exemple, je vous propose de commencer à lancer un mouvement et de vous en abstenir. Eh bien, c'est comme ça qu'on vérifie que c'est un acte. Ça n'est pas un non-acte. Ne pas faire quelque chose est un non-acte. C'est une négation d'un verbe. Tandis que s'abstenir, c'est un verbe actif. Alors, compte tenu de toutes les forfaitures qui se sont produites dans le système dans lequel nous étions, j'espère, et que nous sommes peut-être encore un petit peu, j'espère pas pour longtemps. La première forfaiture, c'est de nous faire croire que voter et élire, c'est pareil. C'est une forfaiture. On vote, comme nous l'avons souvent dit, pour des lois et des projets, et on élit des gens. Mais il y en a eu beaucoup d'autres forfaitures. Et compte tenu de toutes ces forfaitures, j'estime que, pour ma part, que m'abstenir de mettre ma signature sur un carnet sans savoir ce qu'il y a écrit avant ni après, ça ne viendrait à l'idée de personne de poser sa signature sur une feuille vierge. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. On a juste une case, il y a une règle pour pouvoir signer juste sans mettre un mot de plus. On n'a même pas la place de dire « je ne suis pas d'accord » et de signer, ce qui serait potentiellement viable.
Non, on a juste la place de poser sa signature sans savoir ce qui est écrit sur le papier. Personne n'accepterait ça si un voisin vient sonner chez vous en vous disant « S'il te plaît, signe-moi ce bout de papier vierge », personne ne va s'accepter. Et pourtant, j'ai accepté, moi aussi, de voter avant de savoir que je ne savais pas ce que je signais. Or, la signature, ça veut dire « Je porte allégeance et j'accepte de donner mon pouvoir, tout mon pouvoir, me concernant et concernant tous les miens, mes enfants, mes vieux, tout. Et je donne mon pouvoir à quelqu'un qui va faire ce qu'il va vouloir de ma vie. Donc ça, c'est hors de question, et vous le comprendrez bien. Krishnamurti disait que observer sans juger, c'est la plus haute forme d'intelligence humaine. Alors, il y en a peut-être, et il y en a de plus en plus, hein, des humains qui sont doués de cette forme d'intelligence, et il y en a qui n'ont pas développé cette capacité. Donc, je choisis de m'abstenir d'élire, sachant que le mot élire n'est pas utilisé, c'est à voter hein, quand on signe. On n'a rien voté du tout, en fait. On a juste posé sa signature comme qu'on porte allégeance au vainqueur, et pas à celui qu'on a désiré, au vainqueur. Je choisis de m'abstenir, et dans mon silence, j'observe les gens qui maltraitent le monde et les peuples en faisant semblant de le gouverner. Je les observe. Chez les Amérindiens, il y a un banc pour les petits, où ils peuvent observer les grands agir et plus tard les imiter dans ce qu'ils ont de bon, ou voire même ne pas les imiter dans ce qu'ils ont de pas bon. Et quand un grand fait une erreur, il va s'asseoir de lui-même sur le banc des petits, parce que les autres le regardent sans rien dire. Voilà, il l'observe sans rien dire. Donc, avec tout mon amour pour moi-même, pour tous les miens, pour tous les peuples du monde, et y compris, et peut-être surtout pour les fous qui font semblant de gouverner et qui malmènent le monde à sa perte, je choisis de m'abstenir. Merci. Merci à toi Jean-Pierre. Après on comprendra que effectivement quand on va voter c'est parce qu'on se reconnaît dans un parti. Aujourd'hui comment se reconnaître dans un parti et voter blanc évidemment c'est alimenter le système. Donc la meilleure des choses évidemment l'abstention. Merci Philippe de pas t'être abstenu ce soir dans la France libre. Merci Jean-Pierre également. Merci Christiane, merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Notre prochain rendez-vous juste avant le week-end, vendredi. Bye bye.